Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 28 août 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le chef d'état-major des armées du Nigeria, Christophe Moussa, à la tête d'une importante délégation, a effectué une visite de travail au Niger ce mercredi. Il a été accueilli au niveau donc de l'escadrille à sa descente d'avion par le chef d'état-major des forces armées nigériennes, le général de brigade Moussa Salou Barmo. L'objectif de cette visite, c'est de parler sur la situation sécuritaire, notamment la gestion de cette crise entre le Niger et le Nigeria. Le résumé dans cet élément. Cette visite du chef d'état-major des armées du Nigeria marque ainsi le début du réchauffement des relations entre le Niger et son grand voisin du sud, le Nigeria, notamment des relations sur le plan sécuritaire. Des relations qui n'étaient pas au beau fixe depuis le lendemain de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, le 26 juillet 2023. L'occasion donc pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de prononcer une batterie de décisions jugées injustes contre le Niger. Parmi ces décisions, l'attaque militaire contre le Niger pour restaurer, selon cette organisation sous-régionale, l'ordre constitutionnel. L'attaque militaire planifiée contre le Niger devait se passer en se basant sur le Nigeria qui devait mobiliser le plus grand nombre de soldats. Certes, suite à la décision de la CEDEAO de mener une intervention militaire au Niger, consécutivement aux événements du 26 juillet 2023, que notre peuple assume pleinement, les relations entre nos deux pays ont connu une période de turbulence. Cependant, le Nigeria et le Niger demeurent deux États voisins et frères, avec une frontière commune longue d'environ 1500 km et des populations qui partagent les mêmes réalités et les mêmes défis. Nos deux États sont liés dans tous les aspects, sociaux, culturels, économiques, énergétiques et sécuritaires. C'est pourquoi donc nous avons toujours entretenu des rapports amicaux et fraternels. En dépit des divergences qui ont pu exister entre nos deux États, le contexte géopolitique et sécuritaire mondial et sous-régional de nos jours nous impose encore plus un raffermissement de leurs rapports sur tous les plans. En effet, comme vous le savez déjà, depuis plus d'une décennie, notre sous-région est confrontée à une insécurité grandissante liée au terrorisme, au grand banditisme et au trafic en tout genre qui endeuillent nos populations et agissent négativement sur notre aspiration à un développement équilibré. Malgré les divergences nées des décisions de certains chefs d'État des pays membres de la CEDEAO, le Niger et le Nigeria, deux pays, un même peuple liés par une même histoire, ont enfin compris la nécessité de cheminer ensemble, notamment dans la lutte contre les groupes armés terroristes et autres groupes criminels opérant tout au long des frontières entre les deux pays longues de plus de 1500 km. Nos défis, surtout sécuritaires, sont multiples et multiformes. La nature des conflits et la capacité de résilience des groupes associés aux actions malsaines nous imposent la recherche de solutions pérennes et une adaptation continue aux menaces actuelles et futures. Aussi, nous devons avoir une bonne lecture de la situation globale des enjeux sécuritaires pour non seulement faire face efficacement à la conjoncture sécuritaire actuelle, mais aussi pour anticiper les grands défis à venir. Le Niger, tout comme le Nigeria, consent de gros sacrifices pour garantir son intégrité territoriale, assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, maintenir une stabilité afin de permettre la poursuite des activités socio-économiques et des actions de développement. Durant cette journée de travaux, les deux parties vont passer en revue la situation sécuritaire dans les deux pays. Cette rencontre sera également une occasion d'échanger sur plusieurs aspects socio-économiques et sécuritaires dans un contexte marqué par la détérioration de la situation sécuritaire. Et enfin, la rencontre va aussi statuer sur les conditions d'une bonne entente entre le Niger et le Nigeria.
La salle de banquet de la primature a servi de cadre ce mercredi 28 août 2024 à une rencontre entre le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen et les responsables des médias privés audiovisuels, presse écrite et presse en ligne. Il s'est agi donc de parler des problèmes que rencontrent ces médias depuis les événements du 26 juillet 2023. Le résumé avec Adamou Soumana sur les images de la télévision nationale. Entouré par ses plus proches collaborateurs et le ministre en charge de la communication, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen reçoit ainsi les responsables des médias privés du Niger afin d'échanger sans langue de bois sur leurs préoccupations. En marge de ces conclaves, le président de Rétine nous situe l'objet de cette rencontre. Aujourd'hui, les médias privés ont des difficultés. Nous avions donc pu aussi remercier le Premier ministre et les nouvelles autorités par rapport à leur intervention sur des sujets précis dans le cadre de la gestion de nos organes, notamment les impôts. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2018, on nous a fait des redressements, liquidations, si on peut l'appeler ainsi, pour pouvoir fermer nos médias, auxquels le Premier ministre a pris des dispositions avec la Direction générale des impôts pour nous en soulager. Et aussi la détention de certains de nos collègues auxquels nous avions demandé leur élargissement au niveau des autorités, ce à quoi nous avions déjà eu un début de satisfaction et le reste suivra. Et sans aussi oublier les conditions de travail de nos agents. Aujourd'hui, nos médias sont dans une situation et les hommes de médias de précarité due à l'absence des annonces ou bien à ce que certains ont pu créer à un moment comme injustice, la ségrégation dans le cadre de la distribution ou bien de l'attribution de la publicité. Donc nous avions aussi demandé au Premier ministre de voir dans quelle mesure on peut essayer d'intervenir pour améliorer les conditions de travail de nos agents et de nous-mêmes. Parce que quand on parle de médias privés, il faut parler de plus de 1000 emplois, directs et indirects, de par tout le pays. Donc on ne peut pas quand même dire qu'on va laisser ça. Et quand on parle aussi de médias privés, nous faisons du service public. Et c'est la seule structure, les médias privés, qui font du service public sans demander une contrepartie. À Ali Idrissa de poursuivre en fondant l'espoir que le gouvernement apportera des solutions aux problèmes des médias privés nigériens. Le Premier ministre a vraiment pris des engagements, a compris nos doléances et a pris l'option de mettre un comité. Mais ce n'est pas pour tuer le problème comme on dit, c'est un comité qui va travailler pour quelques jours et faire des propositions. Dans les propositions, il est envisagé le rehaussement même du fonds d'aide à la presse et aussi la révision du régime fiscal de nos organes. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme toute entreprise alors que nous faisons du service public. Donc, voilà un peu ce dont nous avions discuté aujourd'hui avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous êtes satisfait des cycles que vous avez avancés comme proposition? Je ne dirais pas satisfait sans avoir vu concrètement la résolution de nos problèmes. Mais je dirais qu'il y a quand même une prise en compte de nos problèmes par les plus hautes autorités du Niger. Donc c'est déjà pour nous un pas pour quand même apporter des solutions. Force est de reconnaître que les médias privés nigériens ont joué un grand rôle dans le combat pour la souveraineté nationale et à ce titre méritent la reconnaissance des plus hautes autorités du pays. Parlons santé à présent. Aujourd'hui, notre spécialiste des maladies du cœur, professeur Ibrahim Ali Touré, nous parle de l'importance de faire le dépistage. On l'écoute. C'est un des gros avantages du dépistage, c'est d'alerter à temps. Au lieu d'attendre que la personne soit foudroyée par une crise cardiaque ou foudroyée par un accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC, on peut prévenir à temps et dire « Ah, Wane, attention, ta tension est en train de monter dangereusement, il faut que tu fasses un bilan et il faut que tu prennes des médicaments pour faire baisser cette tension. » Et ne pas t'exposer, parce que cela peut avoir des conséquences graves. Deuxième élément,
et ce dépistage doit être quelque chose de courant. On n'a pas besoin d'aller chaque fois courir derrière les gens. Les gens doivent avoir l'automatisme. Dans les villages, dans les plus petits hameaux, maintenant, on trouve un infirmier, un médecin, quelqu'un du corps médical. Tous membres du corps médical peuvent contrôler simplement la tension, dire si elle est élevée ou pas, et si la personne doit prendre des précautions. Donc, c'est vraiment un avantage extraordinaire de pouvoir les dépister à temps. Et le deuxième élément, ça permettra de donner le niveau, parce qu'il y a des différents degrés de gravité, et donc il y a des différents types de médicaments qu'on peut mettre en fonction du degré de gravité, et pour réduire ou retarder les complications, et quelquefois on peut les empêcher. Les inconvénients, c'est que c'est dans la tête des gens qu'il y a des inconvénients. Les gens doivent se dire, si on voit quelqu'un tomber à côté de soi, qu'est-ce qu'on a de plus que lui? Rien du tout. C'est que la personne a eu la malchance d'avoir la maladie et de ne pas l'avoir su à temps pour prendre des précautions. Donc on doit penser à soi-même et à se dire, hey Wane, ce qui est arrivé à un tel là peut m'arriver. Il vaut mieux que j'aille, je prenne de l'avance pour aller contrôler et vérifier. Et donc les gens pensent qu'aller tout le temps chez le docteur ou aller chez l'infirmier pour contrôler la tension, c'est une perte de temps. C'est dans la tête des gens. Il n'y a pas d'inconvénient à ça. Le temps qu'on met, c'est 5, 10, 20 minutes, même si c'est 1 heure de temps sur 24 qu'on prend pour aller se faire contrôler la tension, le poids, le sucre, c'est mieux que d'attendre que cela vous surprenne et vous foudroie. Quelquefois dans leur lit même, certains, il y a même des docteurs, ça peut leur arriver parce qu'il faut se mettre en tête que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et cela peut surprendre n'importe qui, tout être humain, et à tout instant peut avoir ça. Donc il doit vérifier de temps en temps que tout va bien dans son organisme et reprendre sa route et continuer sa vie. Mais s'il dit qu'il va attendre d'avoir quelque chose pour aller chez le docteur, quelquefois, malheureusement, on l'amène dans des situations très graves et très compliquées où le docteur même a des difficultés pour pouvoir le soigner. Donc les gens pensent qu'il y a des inconvénients. En fait, le seul inconvénient, c'est la gestion du temps. Les gens courent toujours dans les activités de la vie, mais il faut se dire que c'est quand on est en bonne santé qu'on court pour faire ces activités. Mais quand on n'est pas en bonne santé, on va le ressentir et dans tous les cas, on ne pourra rien faire. Donc la santé passe avant les activités de la vie quotidienne. Professeur Ibrahim Ali Touré, cardiologue, qui nous entretenait aujourd'hui sur l'importance de faire les dépistages. Autre aspect de cette édition, dans la série de reportages initiés par le groupe de presse Labari sur les prestations de la Direction générale des impôts, aujourd'hui nous nous sommes intéressés à l'AMR. L'AMR, c'est l'avis de mise en recouvrement. De quoi s'agit-il exactement? Suivez plutôt. Établi par l'administration fiscale, l'avis de mise en recouvrement AMR en abrégé intervient lorsque le contribuable n'a pas payé spontanément ses impôts. Pour mieux cerner les tenants et aboutissants de ce document, suivons les explications du responsable d'une organisation de la place œuvrant pour le civisme fiscal au Niger. C'est un document ayant valeur de titre exécutoire et il permet à l'administration d'obtenir le paiement d'une créance de nature fiscale. Donc, qui dit créance, c'est le droit de l'État de posséder ce que toi tu dois donner à l'État. C'est un droit. Donc, lorsque l'administration fiscale te donne un avis de mise en recouvrement, tu as deux choix. Soit tu vas directement payer ton impôt, ou tu procèdes à une réclamation contentieuse. Parce que tu peux ne pas être content. Par exemple, s'il s'agit d'une taxe professionnelle, on t'envoie un avis, tu peux contester. Donc, tu procèdes à une réclamation contentieuse. Au cas où il n'y a pas de réclamation, tu vas directement, tu payes ton imposition. Donc, c'est un avis qui t'invite à aller payer ton impôt. Voilà. Et c'est le premier stade du processus de recouvrement. Parce qu'au-delà de l'avis de mise en recouvrement, il y en a tant. Il y a l'avis de mise en demeure, il y a les saisies, dans les différentes procédures là, jusqu'à la saisie. Ouais, mais le premier stade de prescription, c'est l'avis de mise en recouvrement, l'AMR. Notons enfin qu'après l'avis de mise en recouvrement, intervient la mise en demeure
laquelle, si elle n'aboutit pas au paiement par le débiteur, il lui sera appliqué la procédure d'injonction de payer, pouvant aboutir à son tour à la mise en place des saisies d'huissier sur le patrimoine du contribuable. Place à présent, Adam Ousmane, à notre rendez-vous de la semaine, la chronique juridique de ce 28 août 2024 va porter sur la complicité en droit pénal nigérien, un thème abordé par Maître Ahmed Maman, il est avocat à la Cour. Très bonne réception. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique sur la complicité. La complicité est prévue par l'article 48 et l'article 49 du Code pénal. Il faut entendre notamment par la complicité, c'est tout agissement d'un individu, en tout cas qui concourt à apporter son aide ou son intelligence à la commission d'une infraction. En termes de français facile, voilà ce qu'on peut en tout cas retenir comme définition de la complicité en matière pénale. Donc c'est une infraction en réalité, la complicité c'est une infraction en réalité qui est empruntée d'une infraction principale. Pourquoi empruntée d'une infraction principale ? Parce qu'il faut qu'il y ait une infraction commise par un auteur principal pour parler de la complicité ou d'un complice. S'il n'y a pas d'infraction principale, on ne saurait parler de complicité. Il faut que l'infraction reprochée à l'auteur principal soit caractérisée, soit en tout cas constituée pour qu'on puisse aussi établir la complicité d'un individu. Et donc c'est pourquoi en matière pénale, on appelle cette complicité une infraction d'emprunt. On suppose qu'elle est empruntée d'un fait principal. Donc la complicité a trois éléments constitutifs, comme pratiquement toutes les infractions. Il y a l'élément légal, l'élément intentionnel et l'élément matériel. S'agissant de l'élément légal, c'est qu'elle doit être prévue par la loi. C'est la loi qui prévoit la complicité, c'est cela l'élément légal. L'élément intentionnel, c'est en tout cas apporter son concours à la commission d'une infraction avec intention, donc avec connaissance de cause. C'est cela l'élément intentionnel. Maintenant, s'agissant de l'élément matériel, là aussi, le Code pénal, notamment à son article 48 et 49, a fait pratiquement une liste des éléments matériels qu'on peut retrouver dans la constitution d'une complicité. C'est notamment l'aide et assistance, fourniture des moyens, provocation ou instigation. Il faut entendre par aide ou assistance. Par exemple, je vais vous donner un cas concret où il y a des acteurs ou des auteurs qui entendent commettre une infraction. Je prends l'exemple de deux personnes. Une personne, par exemple, va à la rencontre d'une autre personne dans le but de mettre fin à sa vie et demande à une seconde personne de faire le guet, d'attendre dehors pour surveiller le mouvement des gens. Donc, la personne qui attend pour surveiller les mouvements des gens est complice, et parce qu'elle apporte son aide à travers le guet. Voilà ce qu'on peut retenir du premier élément, en tout cas matériel, qu'on peut retrouver dans la complicité. Il y a également la complicité par fourniture des moyens. Il y a un auteur principal qui accepte de commettre le forfait, par exemple qui accepte de tuer, et une seconde personne qui accepte de lui fournir l'arme. Et là aussi, il faut le préciser, c'est en connaissance de cause. Par exemple, quand vous partez au marché, vous payez un couteau dans le but de mettre fin à la vie de quelqu'un. À partir du moment où le commerçant qui vous a vendu le couteau ne sait pas que c'est pour commettre une infraction, on ne saurait dire qu'il vous a fourni
en tout cas le moyen en connaissance de cause. Il va falloir déterminer si le moyen qui vous a été fourni l'a été en connaissance de cause. C'est en sachant très bien que c'est pour commettre l'infraction que ce outil, ce moyen vous a été remis. C'est en ce moment qu'on peut parler d'infraction ou de complicité. En dehors de ces deux cas, notamment aide et assistance, fourniture des moyens, il y a ce qu'on appelle la provocation ou instigation de l'infraction. Parce qu'on peut être dans une situation où, soit à travers des dons, on fait des promesses, on peut menacer quelqu'un pour qu'il puisse commettre une infraction, on peut abuser de notre autorité ou de notre pouvoir pour amener une personne à commettre une infraction, on peut utiliser des machinations ou des artifices, en tout cas toute une intelligence pour amener un individu à commettre une infraction. Donc si cette personne commet l'infraction, c'est que nous, on peut être poursuivi pour complicité parce que nous avions utilisé soit notre pouvoir, soit notre intelligence, on a provoqué cette infraction, donc nous sommes complices par instigation ou par provocation. Donc voilà en gros pour ce qui est des différents éléments, en tout cas les éléments matériels de la constitution de la complicité. Autre chose peut-être à savoir, c'est la répression. Vous savez pertinemment qu'à partir du moment où c'est une infraction qui est prévue par la loi, c'est qu'elle doit aussi être réprimée quand elle est commise. Le code pénal a prévu comme répression de la complicité. La complicité est punie de la même peine que les auteurs, ou le complice est puni de la même peine que les auteurs du crime ou du délit. Que ce soit un délit qui est en cause ou un crime qui est en cause, le complice est considéré du point de vue de la peine comme l'auteur même principal qui a commis le crime ou le délit. Donc voilà pour ce qui est de la répression en matière de complicité. Maintenant, ce thème peut nous amener à aborder ce qu'on appelle la théorie de la complicité de la complicité. Donc le complice du complice. Parce qu'on peut être complice du complice sans être lié à l'auteur principal. Par exemple, l'auteur principal qui accepte de commettre le forfait, lui est lié par celui qui fait le guet. Maintenant, celui qui fait le guet peut être lié par une autre personne à qui il demande de lui fournir le moyen, et en connaissance de cause, mais que cette personne qui doit fournir le moyen, en tout cas là, du crime, n'a aucun lien avec l'auteur principal. Cela veut dire qu'il est complice, cette personne, elle est complice de la deuxième personne qui fait le guet, et c'est en ce moment qu'on a élaboré cette théorie de complicité, de la complicité, complice du complice, et on s'est posé la question de savoir si la complicité de la complicité, le complice du complice est aussi poursuivi et réprimé. Effectivement, la jurisprudence, elle est abondante dans ce sens. Toute la chaîne de la complicité est réprimée à condition que ça soit, en tout cas, que les agissements soient faits en connaissance de cause, parce que c'est une infraction en tout cas intentionnelle. On ne peut pas poursuivre quelqu'un par omission s'agissant d'une complicité, c'est une infraction active, et donc toute la chaîne de la complicité est réprimée par la loi. Donc en dehors de cette théorie à laquelle nous amène ce thème, peut-être c'est de glisser un peu sur la complicité qui est prévue par la loi portant sur les manifestations sur les voies publiques. Vous allez sans nul doute constater que dans cette loi, on parle des organisateurs de la manifestation, et donc du point de vue de la loi, on dit que ces organisateurs sont considérés comme complices des actes répréhensibles qui seraient commis pendant la manifestation. On a eu ces débats à un moment donné devant des juridictions, où les juridictions avaient comme interprétation de l'existence d'une complicité automatique, donc qui n'a rien à voir avec les éléments classiques que nous connaissons, que je viens de citer tantôt, de l'article 48 et 49 du Code pénal. Mais la Cour constitutionnelle a pratiquement recadré cette position de nos tribunaux en disant clairement
qu'il n'existe pas de complicité automatique et obligatoirement il va falloir revenir vers les moyens classiques, les éléments classiques qui sont prévus par le code pénal pour prouver. Les organisateurs par exemple des manifestations publiques, en tout cas pour une manifestation au cours de laquelle il y a eu des agissements, des actes qui ont été posés, des actes répréhensibles, ils ne sauraient être en tout cas complices sans pour autant qu'on puisse établir qu'ils ont soit fourni les moyens, qu'ils ont soit provoqué ces infractions, notamment à travers peut-être des réunions avec des gens qui ont brûlé des pneus, avec des gens qui ont fait ceci, cela. Donc finalement, la Cour constitutionnelle a recadré le débat pour nous ramener encore dans le code pénal et dire que c'est toujours ces éléments qui sont appréciés, sinon on ne saurait parler de complicité automatique.